Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, oui, on va parler de Mercedes sur la chaîne YouTube une deuxième fois après avoir fait l'essai de l'EQS, la longue berline ultra connectée. Aujourd'hui, on s'attaque à l'EQB, un peu son petit frère, son grand frère, ça dépend, version un peu 4x4. Une voiture qui en plus d'être électrique est connectée, c'est ça qui nous intéresse. Alors on va parler des technologies du Mercedes EQB. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. En plus, bien entendu, de parler des nouvelles technologies embarquées de ce Mercedes EQB, on va surtout parler autonomie. Et une fois n'est pas coutume, on avait déjà pu faire cette expérience avec un modèle X de chez Tesla. On était parti de Paris, on était allé jusqu'au ski, on était remonté pour voir un peu comment ça se déroulait côté autonomie entre le temps de trajet, à combien il est rallongé, les temps d'arrêt, comment ça se passe et aussi comment ça réagit à les températures qui changent. Là, pour le coup, c'était le ski. Aujourd'hui, je pars vers Châteauroux. Donc, j'utilise ce EQB avec de l'autoroute, bien entendu. On va voir comment ça va se passer côté autonomie. Il est affiché 413 km d'autonomie actuellement sur cette voiture qui a été rechargée pendant toute la nuit sur une borne ici à Paris. Selon l'application ChargeMap qui est disponible gratuitement, dont vous allez pouvoir avoir la possibilité de faire vos trajets à l'avance, il est marqué depuis Paris jusqu'à là-bas 3h03 de voiture, c'est pratique. 301 km d'autonomie, 413 sont annoncés par la voiture. Normalement, en une seule charge, ce serait possible, mais on sait souvent que ça diminue quand même assez rapidement dès qu'on passe sur l'autoroute. Je vais sûrement m'arrêter une fois pour charger la voiture. On va voir comment dépense d'énergie et autonomie ça va se passer. On le sait, comme souvent dans les voitures, on aime bien utiliser CarPlay ou Android Auto. Celle-ci est bien entendu compatible, mais uniquement en filaire, malgré le fait qu'il y ait quand même un socle de rechargement sans fil. Aujourd'hui, il n'existe pas d'application style Waze, Google Maps ou Apple Maps qui prennent en charge les temps d'arrêt pour des bornes de rechargement électrique. En soi, ça paraît normal puisque c'est un peu compliqué pour une application externe de savoir comment va se comporter la voiture. Donc en soi, si on utilise Apple CarPlay par exemple avec Waze, Google Maps ou Apple Maps pour aller à une destination, on n'aura pas tout simplement les temps de trajet avec la batterie restante. Donc il faut utiliser obligatoirement le logiciel interne de Mercedes qui lui pour le coup va nous calculer l'itinéraire le plus complet avec les temps d'arrêt, les temps de recharge et à combien d'autonomie on va arriver à destination. Le seul point négatif c'est que justement ce n'est pas CarPlay ni rien, donc il n'a pas du tout son téléphone déporté. On utilise l'interface de Mercedes qui n'est pas la plus belle, on va pas se le cacher, on va en parler dans quelques secondes. Donc ça c'est un peu dommage. Par contre sachez une chose, on l'a vu avec ChargeMap, on a la possibilité de faire un itinéraire et ensuite de quand même avoir la possibilité de l'envoyer, cet itinéraire qui comprend un stop dans un superchargeur, vers Google Maps. C'est la seule application qui est compatible où ça prend l'itinéraire de ChargeMap pour le mettre sur Google Maps. Par contre, on n'aura pas du tout le pourcentage de batterie restant à l'arrivée. C'est une estimation via ChargeMap parce qu'on rentre son véhicule dessus, mais c'est tout. Donc, faut le savoir. Par contre, je suis un peu en retard, alors on va partir, sinon je vais jamais arriver. Mercedes EQB, on va quand même en parler un peu de cette voiture, elle est très sympa. C'est donc un SUV électrique, c'est le premier SUV électrique 7 places disponible sur le marché. Certains vont me dire que Tesla a sorti un modèle Y en 7 places, mais pas encore en France. Pour l'avoir en France, il faudra attendre quelques temps. Donc en France, oui, c'est le premier SUV 7 places. C'est un assez gros véhicule, 4,68 m de long, 1,83 m de large. C'est un 4 roues motrices puisqu'il y a marqué la définition 4matic. C'est une voiture donc le QB 350 qui embarque deux moteurs, un induction à l'avant, puis un asynchrone à aimant permanent à l'arrière, qui peuvent offrir donc 292 chevaux. On le voit extérieurement parlant, c'est quand même très sympa, surtout avec cette peinture, avec cette finition qui s'appelle, attention, ouvrez grand vos oreilles, gris Montagne Magno Manufacture. Ouais, c'est très sympa. Autre élément un peu caractéristique de Mercedes justement avec ses gammes EQ, c'est tout simplement cette ligne de feu, que ce soit à l'arrière très longiligne qui est vraiment caractéristique, mais surtout à l'avant cette calandre totalement pleine, très sympa avec cette petite finition, c'est très cool. Le seul point peut-être de cette voiture dont on testera justement dans cette vidéo, c'est la charge qui est limitée à 100 kW, là où d'autres voitures peuvent aller beaucoup plus loin avec des 350 kW. Mercedes dit que c'est justement pour préserver la durée de vie de la batterie. Affaire à suivre en tout cas de ce côté-là. Le GPS de la voiture m'a dit de sortir de l'autoroute. Moi, je pensais que j'allais faire un stop sur une aire d'autoroute pour changer la voiture sur des bornes Ionity. Je sais pas où je vais. En tout cas, je sors et on va voir où ça nous amène. Affaire à suivre. Bon, de ce que j'ai compris, c'est un parking Ionity en dehors de l'autoroute où il y a que des bornes Ionity. Dommage parce que j'aurais bien voulu, en attendant que la voiture se charge, manger un bout quoi. Il reste 60% de batterie dans la voiture. Il faut que je la charge 14 minutes. Je repars avec 75%. Je voulais de base charger beaucoup plus et faire d'autres choses à la fois, mais là, il n'y a rien du tout autour.
vous montrer. Donc du coup, on va uniquement faire 14 minutes de charge. Petit avantage de Tesla, c'est que chaque borne Tesla est à proximité, soit d'un hôtel ou soit d'un truc où on peut faire des choses. Et habituellement sur l'autoroute, on se charge sur des aires d'autoroute. Là, c'est pas le cas. Je suis un peu déçu que l'itinéraire m'ait fait sortir pour aller ici, sachant qu'il y avait sur l'autoroute des aires d'autoroute avec des stations-service à essence, mais aussi à électrique. Je sais pas pourquoi il m'a pas dit d'aller là-bas. Donc bon, le service de Mercedes, c'est peut-être un peu à revoir sur cet itinéraire, mais en même temps, si on n'utilise pas le service intégré de Mercedes pour aller à destination, on n'a pas les bornes intégrées. Si on utilise Apple CarPlay avec Google Maps, Waze ou Plan, ça ne marchera pas. Donc on est obligé d'utiliser le service de Mercedes qui est pas folichon concernant la cartographie, les indications, la route à prendre et le design. Je suis quand même en attente de voir CarPlay 2023 arriver sur des interfaces comme ça où justement ça pourrait être intégré. Mais je vais quand même un peu vous parler de l'interface de Mercedes avant de repartir. Une interface qui s'appelle MBUX, une interface dont on avait déjà pu un peu parler plus en détail sur les différents essais que j'avais pu faire sur l'EQS, qui a, vous savez, l'hyperscreen. Ici, c'est un tout petit écran. Ça peut se gérer soit en tactile sur l'écran, assez classique, soit avec le petit pad qui est sur la console centrale, qui est également bien pratique quand vous êtes en train de conduire pour éviter d'avoir des doigts un peu partout, ou alors via le volant, via la petite commande qui se situe juste ici et qui nous permet de pouvoir contrôler cette interface du bout des doigts. Donc cette interface, vous le savez, je l'ai déjà dit de maintes et maintes fois, c'est une interface que je trouve un peu vieillotte concernant les logos d'application, concernant l'interface en elle-même. Par exemple, la navigation, c'est pas très joli, les couleurs sont pas très actuelles. Par exemple, on voit là le clavier, ça fait très vintage, j'ai vraiment l'impression d'être sur iOS 5, iOS 6, et juste avant le passage au flat design. Donc voilà, on veut retourner à Paris, boum, on peut retourner à Paris et puis directement avoir un itinéraire. Mais pareil, les interfaces, c'est tout sauf très très beau. Et cette interface donc va prendre en compte pour le coup l'autonomie restante à l'arrivée et surtout si on a besoin de faire une recharge eh bien, lors du trajet. Ici, on va donc retrouver toute la partie de rechargement avec les différentes options. Il y a une chose que j'aurais bien voulu que la voiture prenne en compte, c'est par exemple qu'on puisse choisir lorsque l'on va faire un itinéraire avec l'interface de la voiture, de dire je veux uniquement que vous me proposiez des bornes de rechargement à 100 kW, à 50 kW de puissance, mais pas du tout les toutes petites bornes. C'est pas compatible, c'est pas disponible. Là où pour le coup, dans l'application ChargeMap, c'est possible. Et ça, c'est quand même vachement pratique pour éviter les mauvaises surprises. 2 hours later. Je suis presque arrivé à destination. Ça a été un peu laborieux, je ne vous cache pas. J'arrive avec 19% de batterie restante, 58 km à peu près d'autonomie restante. Donc c'est là où il y a, je trouve, le problème des voitures électriques aujourd'hui, c'est que quand on est sur autoroute et que le temps ne va pas comme ici par exemple avec la pluie, ça diminue extrêmement rapidement et en fait on va tout le temps devoir limiter sa vitesse pour éviter d'arriver sans aucune batterie intégrée dans sa voiture. Donc j'ai très très hâte que les voitures de 1 aient beaucoup plus d'autonomie, de 2 que tous les chargeurs soient des superchargeurs, parce que je suis tombé sur des chargeurs qui avaient 11 kW de puissance, rien du tout quoi. Bref, j'arrive, je la mets à charger pour le coup sur une prise domestique parce que c'est la seule prise qu'il y a à l'hôtel. Bon, je sais pas à quel moment je vous reprends, mais en tout cas, on verra bien. Day 2. Bonjour YouTube. On s'est quitté hier où c'était un peu compliqué côté autonomie, donc la voiture avait à peu près 19%, il restait une cinquantaine d'autonomie. Je l'ai mise à charger de 17h à maintenant 7h30 à peu près, sur une prise domestique qu'on peut retrouver un peu partout. La voiture, attention, là, à 7h30, elle est à 58-59%, donc elle n'a pas pris beaucoup de pourcentage depuis 17h hier. Mais bon, au moins j'ai à peu près 180 km à faire. Je vais sur l'autoroute, je fais un superchargeur, je prends la batterie et je rentre à Paris. Mais en tout cas, oui, même si ça peut dépanner, et heureusement qu'on peut charger sa voiture comme ça sur les prises domestiques, c'est lent. C'est très très lent. Maintenant, comme à l'aller, on active le GPS sur la voiture dans le système de Mercedes pour avoir le temps complet, mais surtout les pauses nécessaires et demandées pour pouvoir aller jusqu'à destination. Là, il m'indique à peu près 299 km jusqu'à Paris. Il arrive vers 10h30, donc dans 3 heures. Et là, maintenant, ils ont pris en compte l'autonomie. Et il arrive à 12h30 à Paris avec 1h40 de charge en tout. On se motive. Allez, on perd pas plus de temps et on y va. Horrible. Premier gros fail de la journée, et ça je peux vous dire qu'à 8h du matin c'est pas très agréable. La voiture avec le GPS intégré de Mercedes me dit d'aller dans un chargeur, me mettre pendant 1h45. De 1, c'est un chargeur qui est chez Kia. De 2, c'est un chargeur qui est dans une zone commerciale, il n'y a rien à faire, on est dimanche matin. De 3, le chargeur est indisponible donc ne marche pas. J'aimerais beaucoup que le réseau de chargement des voitures électriques soit vraiment là en France et qu'on puisse charger sa voiture n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure et rapidement. Parce que là du coup il me reste 135 km d'autonomie, je vais prendre l'autoroute et on va voir où ça va me mener. Bon, normalement j'ai trouvé une borne de recharge superchargeur sur une aire d'autoroute. Normalement, ça a l'air de marcher, entre guillemets, c'est marqué sur l'application ChargeMap que ça doit marcher. Pour voir ce que ça donne, il faut y rester 45 minutes. C'est beaucoup, 45 minutes, mais bon, que voulez-vous? Faut bien rentrer à Paris, hein, donc on va voir ce que ça donne. C'est bon, la voiture est donc branchée, il y a 39 kW de puissance, ça va jusqu'en 50 ici, on espère que ça va monter petit à petit. Et normalement, d'ici une
petite heure, je vais pouvoir repartir, quand je partirai d'ici, avec 71% de batterie pour arriver à Paris avec 10%. Bon, finalement, on est arrivé. Je profite d'être arrêté ici avant de repartir pour vous parler un tout petit peu d'application de Mercedes qui s'appelle Mercedes Me, qui est disponible sur iOS comme sur Android. Une application qui un peu dématérialise votre véhicule sur votre smartphone. Application où il y a pas mal de choses à faire. On a donc l'état de charge qui est disponible avec toutes les informations. On peut savoir à distance où en est sa voiture quand elle est en charge, par exemple la nuit sur des bornes de rechargement. On peut également chercher des bornes disponible à proximité ou alors scanner un QR code d'une borne par exemple pour en savoir plus et voir comment, pourquoi pas, on pourrait payer le rechargement. On a bien entendu tout l'état du véhicule qui est disponible. On va également être en mesure de dématérialiser la clé du véhicule dans son smartphone et donc en s'approchant de la voiture avec le smartphone, et bien via la géolocalisation, de déverrouiller la voiture et de pouvoir tout contrôler, le coffre, les portes ou le capot directement avec son smartphone. Bref, c'est une application en soi bien complète, bien entendu gratuite, mais surtout très pratique à avoir dès que vous avez votre voiture. C'est bon, la voiture est chargée. Je suis à 262 km d'autonomie en 66 minutes de charge, donc je suis à peu près à 85%, il fallait que je parte avec 71% minimum. Bon, j'ai attendu un peu plus longtemps. Il me reste 200 km jusqu'à Paris, il y a marqué 262 km ici et j'arriverai à Paris avec à peu près 25% de batterie. Affaire à suivre, en tout cas, normalement, j'ai plus de stop à faire. Ça, c'est cool. C'est bon, nous sommes arrivés à Paris avec à peu près 24% de batterie, 75 km restants d'autonomie. Voilà, c'était possible, j'ai roulé à 130 tout le long, régulateur, limitateur, voiture qui avance toute seule. Ça l'a fait finalement, mais du coup j'ai dû charger la voiture pendant 1 heure. C'était un peu long quand même. Voilà donc quelques jours passés à bord de cette EQB de Mercedes. Le constat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les constructeurs style Mercedes, qui sont des constructeurs premium, savent très bien faire des voitures. Ça, il n'y a rien à dire. C'est pour ça même que j'en parle pas, parce que c'est pas mon métier. Moi, je suis là pour parler de l'aspect connecté et surtout l'aspect autonomie. Aujourd'hui, il n'y a aucun constructeur qui va mélanger le triptyque, à savoir de 1, faire une vraie belle voiture à l'intérieur, à l'extérieur. Deuxièmement, une voiture connectée et troisièmement, une voiture avec une vraie bonne autonomie. Il n'y en a aucun qui fait ça. Tesla arrive à la fois à gérer très bien le côté autonomie, mais surtout connecté de sa voiture. Mais par contre, une Tesla, ça a beaucoup moins de charme et c'est beaucoup plus fade. Ici, on a vraiment une voiture magnifique, mais à côté, tout ce qui est technologie, c'est un peu limité. On l'a vu sur l'interface, c'est pas très beau. On l'a vu sur la limitation, que ce soit sur CarPlay, sur Android Auto. Et ensuite, sur le côté autonomie, où finalement, une voiture comme celle-ci en marque à peu près 350-400 km dans les meilleurs jours sous la norme WLTP. Mais en soi, c'est que en ville. Si vous dépassez ça et que vous passez sur autoroute, ça diminue rapidement. Encore une fois, comme sur toutes les voitures, certes. Mais en plus de ça, elle est limitée à 100 kW de puissance. Donc c'est plus lent en soi à recharger pour un prix qui commence quand même à 64 000 € pour cette version en EQB 350. C'est un sacré budget. Celle-ci, cette finition avec cette couleur, c'est 73 000 €. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une voiture comme celle-ci qui est une 7 places pour du coup transporter des gens, donc que la voiture soit alourdie, donc qu'elle consomme plus, pour finalement avoir beaucoup moins d'autonomie? C'est là où je me pose une question de la vraie utilité aujourd'hui des 4x4 ou des SUV 7 places pour des longs trajets. Ça marche pas beaucoup puisqu'il faut passer son temps à la recharger. Je perds pas espoir, bien entendu, sur d'ici quelques mois, quelques années, que le réseau soit vraiment déployé. C'est ce qui manque concrètement aujourd'hui. Une voiture, elle a 400 km d'autonomie. Certes, c'est pas si grave, ça diminue sur autoroute, mais s'il y a le bon réseau et qu'on puisse en un quart d'heure, 20 minutes maximum, faire un plein d'électricité, en soi, ça fait le job. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et ça, c'est dommage. C'est là où Tesla a pris le chemin inverse, c'est qu'ils ont commencé à déployer leur réseau, à déployer leur technologie dans la voiture. Et puis petit à petit, ils commencent à faire des voitures un peu plus design. Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant ce EQB. Moi, j'aime beaucoup Mercedes, j'aime beaucoup ce style de voiture, mais elle reste un peu sur ma faim sur les technologies, la connectivité et la partie autonomie. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là, on pourra discuter et surtout échanger à propos de cette voiture, de l'électrique ou pourquoi pas d'autres véhicules. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette petite vidéo road trip et tout ça à travers Châteauroux. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.